Ok, avant de commencer cette vidéo, je vous explique quand même le contexte de la vidéo. Alors en fait, là, ça fait quelques jours que je vis comme Léonard de Vinci. Du coup, la vidéo sortira peut-être 2 3 jours après cette vidéo-là. Euh, et du coup, je suis en train de dessiner quelque chose. Du moins dessiner, j'essaye de dessiner quelque chose. Et en même temps, je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'enregistrer une petite vidéo tranquille qui tout simplement où tu peux te poser, peut-être manger quelque chose, dessiner avec moi, peu importe. En tout cas, pose-toi tranquillement quelque part et on est parti pour une ambiance chill, une ambiance tranquille. Donc, du coup, pendant que je suis en train de dessiner cette chose, je me suis posé la question comment ça se fait que Léonard de Vinci est un si grand génie. Parce que c'est vrai, on peut par exemple se dire que ah, il est génie parce qu'il est né génie, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'on est vraiment génie? C'est ça que je me suis posé. Est-ce que finalement, ce qu'on appellerait un génie, c'est pas juste quelqu'un qui a énormément travaillé, c'est pas peut-être juste quelqu'un qui a aussi cru en son projet. Je crois qu'il y a même une pub Apple qui parle de ça, et qui dit, il me semble, ceux qui sont assez fous pour changer le monde, euh, c'est ceux qui le font. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qui fait en fait que quelqu'un est considéré comme un génie et qu'est-ce qui fait que d'autres ne sont pas considérés comme des génies alors qu'ils pourraient aussi avoir découvert des choses extraordinaires. Et en fait, je me suis dit, c'est pas juste la compétence dans un seul domaine qui fait qu'on est un génie. Du moins, on peut par exemple être considéré comme par exemple un génie du piano, par exemple. Mais du coup, on n'est pas un génie, on est juste un génie du piano. Même si c'est déjà super, hein, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un génie dans le sens propre, comme par exemple des gens comme Léonard de Vinci? Par exemple, on ne dit pas Léonard de Vinci c'est un génie de la peinture ou un génie de la mécanique. On dit juste c'est un génie tout court. Et du coup, je me suis posé la question qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui fait que quelqu'un. Attends, je cherche juste une couleur spécifique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est considéré comme un génie tout simplement? Et du coup, moi, je pense, alors je pense pas avoir trouvé la solution à 100%, mais que la réponse nous est donnée dans tout simplement l'observation de ces génies. Euh, voilà, si on regarde par exemple Léonard de Vinci, il était bon à quelque chose. La peinture, il était également bon aussi pour fabriquer des machines, c'était même son métier à la base. Même s'il est plus connu pour ses peintures, il se considérait plus comme ingénieur que artiste. Du coup, il était clairement bon à quelque chose. Maintenant, il n'était pas seulement bon à une seule chose, mais en fait à plusieurs choses. C'est-à-dire que, en fait, finalement, un génie, c'est quelqu'un qui est capable d'exceller dans plusieurs domaines en gardant un pôle de compétences dans un domaine précis. Il est où? Hop. Et en fait, du coup, je me suis dit, en fait, un génie, c'est quelqu'un qui est capable de solliciter son cerveau droit et son cerveau gauche. Donc, c'est en fait comment on pourrait dire? En fait, notre cerveau est séparé en deux. C'est-à-dire qu'on a du coup une partie qui gère plus les émotions, qui gère plus la logique, et une autre partie qui gère plus la logique. Et forcément, celle qui gère les émotions, c'est celle qui gère en majorité l'art. Euh, et en fait, ce qui fait que quelqu'un pourrait être considéré comme un génie, en fait, c'est peut-être juste sa capacité à exceller dans dans les deux hémisphères de son cerveau. Euh, Donc voilà, typiquement Léonard de Vinci, il était bon créativement, mais il était également très très bon euh, dans tout ce qui est ingénieux, tout simplement. Attends, du coup, juste cette partie, elle est un peu technique. Euh, J'avais pas imaginé que c'est si dur de dessiner quelque chose. Et surtout, ça prend du temps. Ça nous apprend à être patient, en fait. En fait, ce qui est fou, c'est que quand on commence à dessiner quelque chose, on entre dans une phase similaire à la méditation. C'est-à-dire que quand on médite, voilà, on est pleinement conscient dans l'instant présent et on pense pas tellement à l'après. On pense surtout à maintenant et on entre dans une certaine plénitude.
Alors qu'en fait, quand on dessine, par exemple, eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est comme quand on joue du piano, c'est-à-dire que il faut être concentré sur le moment présent pour ne pas faire de fausses notes, pour ne pas jouer de fausses notes du coup, ou pour tout simplement, euh, attends, pour tout simplement être concentré, comme par exemple pour peindre. Par exemple, moi actuellement, je suis plus très concentré parce que je vous parle en même temps. Bon, c'est pas grave, ça fait un exercice pour le cerveau. Donc voilà. Du coup, je me suis dit en fait, pour retrouver une concentration, ce qu'il faut faire, c'est simplement essayer de faire des activités qui nous font du bien, qui prennent du temps, et simplement essayer de vivre sans technologie en fait. Parce qu'en fait, euh, ce qui a le plus impacté la concentration, en fait, c'est juste les technologies modernes. Mais si on arrive à, à passer outre de ces technologies modernes, on peut réussir à en fait créer beaucoup plus de temps que les autres et à faire des choses que l'on ne ferait pas dans notre vie euh, normale tout simplement. Même si on sait pas, on peut pas appeler ça une vie euh, normale du coup, puisque la technologie à la base c'est arrivé il y a quoi, il y a 10 ans, du moins la technologie du smartphone. Euh, donc je sais pas si on peut appeler ça une vie normale, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que on se sent beaucoup mieux sans. Je dis pas évidemment la technologie, ça peut être super, hein. Typiquement pour les vidéos que je vous fais, je suis très heureux que YouTube existe et je suis très heureux aussi de pouvoir découvrir des créateurs sur YouTube. Par contre, le problème, je pense, c'est juste la surconsommation en fait. C'est quand on consomme, quand on n'a pas choisi. C'est comme par exemple quand on lit un livre pendant H24, évidemment qu'au bout d'un moment, on va en avoir marre. Et ben en fait, moi je pense que avec la technologie, c'est pareil. Seulement, on n'a pas encore appris à la contrôler. Parce qu'on a eu la télé qui est arrivée, mais la télé encore, c'était un grand écran, on ne pouvait pas l'emmener partout. Et ben maintenant, on a quelque chose de plus grave, entre guillemets, parce que c'est dans notre poche et que tout simplement on peut pas vraiment s'en défaire, à moins de ne pas en avoir. Ça reste quand même quelque chose qui est assez compliqué. Mais il y a une chose que je me suis demandé, c'est que tout le monde à l'époque, avant la technologie, du coup, n'était pas non plus des génies, n'était pas non plus des gens ultra concentrés. Euh, donc comment ça se fait en fait qu'à l'époque, ils n'étaient pas plus dans l'instant présent? Ben, en fait, parce qu'à l'époque, ils avaient aussi d'autres problèmes surtout. Typiquement, ils avaient pas toutes les technologies qu'on a actuellement, pardon. Mais du coup, il y a tout un tas de problèmes qui se met à disparaître. Typiquement, plein de tâches en fait, comme par exemple la vaisselle et tout ce type de machines en fait, qui ont automatisé une grande partie de notre vie quotidienne en fait. Et c'est pour ça, putain, j'ai mal dessiné un truc. Bon, tant pis. Il y aura deux buissons au lieu de deux. Du coup, voilà, je me dis, finalement, on a une chance en fait d'être dans cette époque. Tout ce qu'il faut faire, c'est apprendre à contrôler, à vivre dans cette époque et à apprendre ce qu'il y a de mieux à apprendre, tout simplement. On en revient du coup à Léonard de Vinci. Lui, clairement, c'est euh, c'est du coup ce que je disais juste avant, la distinction, pas la distinction, la manifestation entre ce que l'on pourrait appeler quelqu'un qui exerce son cerveau droit et quelqu'un qui exerce également son cerveau gauche, donc droit et gauche. Ou droit et gauche, enfin ça dépend de la caméra. Euh, et du coup, voilà. Donc ça, je pense que Léonard de Vinci est tout simplement un des plus grands génies parce qu'il a su euh, vivre avec son époque. Il a su voir ce qu'il y a de meilleur dans son époque et enlever le pire. Et c'est comme ça qu'il a pu, selon moi, vi- vivre une vie productive. Après, je ne sais pas s'il a été heureux, surtout que lui, il testait le sommeil polyphasique. Alors, euh,
pour la vidéo YouTube, je vais pas tester le sommeil polyphasique parce que j'ai déjà testé un jour, ça m'a juste complètement déglingué le cerveau, donc je testerai plus le sommeil polyphasique. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est le sommeil polyphasique, en fait c'est une manière de dormir qui est différente de ce que l'on est censé faire biologiquement. Donc en fait quand on est en sommeil polyphasique, c'est tout simplement que on dort 2 heures par jour. Alors là, ça paraît vraiment pas beaucoup. Mais en fait, c'est juste que toutes les 4 heures, tu fais une sieste de 20 minutes. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, bah, tu dors 4 heures et tu arrives à, dans la théorie évidemment, avoir de l'énergie. Alors, il y a des personnes qui y arrivent, franchement, bravo à eux. Moi, j'y arrive pas. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde le sommeil polyphasique. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir un sommeil qui est sain, parce que la nuit, elle a été inventée pour dormir. Les animaux, ils dorment la nuit. C'est pas pour ça que nous, humains, on ne doit pas dormir la nuit, parce que c'est tout simplement la manière, euh, c'est tout simplement ouais, la manière dont notre cerveau, notre organisme fonctionne. Donc moi, je trouve que c'est une mauvaise idée. Après, il y a peut-être des gens qui ont, comme par exemple Léonard de Vinci, du coup, une génétique adaptée pour. Moi, je pense que c'est surtout le sommeil, c'est beaucoup une question de génétique. Comme on a des personnes qui sont capables de dormir 2 heures par nuit, euh, comme d'autres, comme moi par exemple, qui ont besoin de plus de sommeil. Surtout pendant l'adolescence, j'ai forcément besoin de plus de sommeil parce que je dois grandir, etc. Euh, mais du coup, voilà, du coup le sommeil en fait c'est juste une question de génétique, je pense. Je pense pas que le sommeil, après je peux me tromper, s'entraîne entre guillemets. Je pense que le sommeil c'est propre à chacun. Comme par exemple il y a des gens comme Elon Musk qui dorment 5 heures par nuit. Bon bah je pense que c'est pas juste parce qu'il a la volonté de dormir 5 heures par nuit. Je pense que c'est aussi parce que il a l'avantage d'avoir la génétique pour. Euh, voilà, donc ça c'est. Attends. Ah, elle est dure à faire cette montre. Ah là 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 là, dans quoi je me suis embarqué. Quelle idée quand même de vivre comme Léonard de Vinci. Euh, alors heureusement du coup j'ai pas testé le sommeil polyphasique parce que je pense que je serais juste mort. Et c'est là où je me dis qu'en fait c'est pas juste quelqu'un qui est né génie en fait. Parce que il a vraiment une routine qui est calquée pour tout optimiser. Je vous donne par exemple une simple chose quand il écrit. Il écrit pas de la façon normale, il écrit les lettres à l'envers, de manière à ce que l'on peut voir ce que l'on écrit dans un miroir. Alors on savait pas trop honnêtement pourquoi il écrivait comme ça. Certains disent que c'est parce qu'il voulait cacher ses écrits. D'autres nous disent que c'est peut-être parce il était gaucher et du coup c'était plus facile pour écrire comme ça. Moi, honnêtement, j'en sais pas. Moi, j'en sais rien, pardon. Mais par contre, ce que je sais, c'est que c'est super compliqué. Mais c'est que du coup, c'est aussi un bon exercice pour le cerveau. Donc ça, c'est plutôt cool. Attends, il y a un passage un peu compliqué. Donc je m'arrête 2 secondes de parler. Et je te reprends dans quelques secondes. Ok, je te reprends. Donc, j'ai passé le passage technique. Autre chose sur la créativité qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque manifestation de tout ce que l'on a inventé est un acte créatif. Euh, et c'est là où en fait on se rend compte que la créativité c'est la chose qui permet à une société d'évoluer. Mais en même temps, trop de créativité, ça fait que on part dans tous les sens et qu'on oublie un peu euh, la réalité tout simplement. C'est le mythe de l'artiste fou, c'est voilà, c'est tout simplement le fait de briser les règles de manière euh, trop violente, ça peut. Attends, voilà. Ça peut également être un problème, tout simplement. Euh, Parce que tout simplement, la créativité, c'est un atout. Mais alors, ça, c'est dans le livre de Peterson, le deuxième livre, qu'il avait dit qu'en fait, bah, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait et des personnes créatives et des personnes qui sont capables de conserver ce qui existe déjà
parce que sinon on part dans tous les sens et c'est le chaos dans toute sa splendeur. Ça, c'est la théorie de Peterson, et je suis plutôt d'accord, parce qu'en fait, voilà, quand on y pense, la créativité, euh, c'est une partie essentielle, mais c'est pas le tout. C'est-à-dire que il faut aussi garder ce qui existe déjà, parce que sinon, voilà, on part tout simplement dans tous les sens. Et en fait, du coup, Peterson il explique ça à l'échelle d'une nation ou même de l'humanité. Mais moi, je transpose ça en fait à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que, voilà, typiquement, Léonard de Vinci, il vivait comment dire, il vivait de manière à être créatif, à remettre en question les choses, sans tout remettre en question non plus. Il n'avait pas non plus remis en question, par exemple, les techniques de peinture, mais il a créé des choses nouvelles. En fait, c'est comme en musique, on peut avoir une seule note qui est jouée, ce qui peut représenter l'ordre parfait, mais qui derrière, ça sonne pas très bien. Attends, j'ai allumé le piano. Voilà. Si ça sonne pas bien. Alors qu'en fait, si on se met à jouer plusieurs notes ensemble, bon là j'ai mal joué, mais voilà, vous avez compris l'idée. Attends, je repose ça. Voilà, hop. Donc si en fait on joue plusieurs notes ensemble, bah c'est là où en fait ça peut donner quelque chose d'harmonieux en fait. Et du coup, euh, moi je me suis dit qu'en fait à l'échelle individuelle c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut avoir trop d'ordre dans sa vie, ce qui peut poser un problème, et comme on peut aussi avoir trop de chaos, donc par exemple typiquement des notes dispersées, euh, voilà, des notes jouées aléatoirement dispersées, ça sonne pas bien tout simplement, enfin faut pas se mentir. Et du coup je disais à l'échelle individuelle, eh bien c'est exactement pareil. Et du coup moi je trouve que actuellement on a une ère qui a été beaucoup trop logique, entre guillemets, logique parce qu'on met en avant la logique, on met en avant ça à l'école, typiquement parce qu'on dit voilà, il vaut mieux prendre la filière maths parce que c'est plus prestigieux, etc. Mais finalement, je pense que notre monde a besoin des deux, a besoin d'artistes et de matheux, entre guillemets matheux. C'est une manière peut-être réductrice de limiter les personnes extrêmement logiques et extrêmement talentueuses dans leur manière de concevoir de nouvelles machines, même si en fait, être ingénieur, ça peut aussi être une forme de créativité en fait, hein. Mais moi je trouve que on devrait aussi rétablir une nouvelle ère créative. On commence déjà à le voir avec du moins créative dans le sens créative en pensant à l'art ancien, à la sculpture, euh, voilà, à retrouver en fait le sens du beau. Parce qu'en fait, le, l'art moderne en soi, il n'y a rien de mal à cela. C'est-à-dire, il y a même de l'art moderne qui est super beau, mais il faut pas se mentir, 90%, c'est du gros bullshit. Enfin, je te peins un truc en 1 heure, ou je te fais une peinture, je te fais un fond blanc, je signe le nom de l'artiste et hop, 1 milliard, bon peut-être pas 1 milliard non plus, mais et hop, ça fait tout simplement une œuvre d'art, alors qu'en fait l'artiste il a pas fait grand chose. Et du coup moi je trouve qu'on devrait rétablir l'art contemporain, tout simplement l'art ancien. Pourquoi je trouve ça? Tout simplement parce qu'il y a une forme d'ambition qui se crée avec l'art ancien. Pourquoi je dis qu'il y a une forme d'ambition? Tout simplement, je vais prendre l'exemple avec l'atelier Missor. Voilà, typiquement, c'est du coup, si vous ne savez pas ce que c'est l'atelier Missor, c'est des sculpteurs en gros qui font des bustes de Napoléon, qui font des bustes de Nietzsche, de Marc Aurèle. D'ailleurs, dans un de mes objectifs jusqu'à la fin de l'année, c'est de pouvoir être assez à l'aise pour pouvoir me payer un buste, du coup le buste de Marc Aurèle. Ah, j'adorais m'en payer un. D'ailleurs, c'est super important aussi du coup de pouvoir voilà, mettre des objectifs dans notre vie.
Et parce que si on met des objectifs, comme par exemple, bah, qui nous font plaisir, par exemple se dire, bon, bah, quand j'aurai atteint tel objectif, je m'autorise à faire tel voyage ou je m'autorise à acheter le bustre ça peut être Napoléon, ça peut être Nietzsche, pour mon cas c'est Marc Aurèle, ou alors carrément autre chose. Et j'en étais à où? Qu'est-ce que j'avais dit avant? Ah oui, voilà. Voilà, je disais que du coup, il y a une forme d'ambition en fait, dans par exemple la sculpture. Parce que la sculpture en soi, euh, c'est extrêmement compliqué à faire. Enfin, ça demande de la patience, du travail, de l'effort évidemment. Euh, mais du coup, ça crée une certaine ambition dans l'art. Et du coup, en fait, quand on voit une œuvre d'art, comme par exemple, je sais pas, même quelque chose comme une statue énorme. D'ailleurs, l'atelier Missor, il prépare actuellement une statue de 2 mètres. Bonne chance, hein, franchement. J'espère qu'ils vont réussir. Ça sera vraiment incroyable. Euh, voilà, du coup, quand on voit ce genre d'œuvre, typiquement des statues qu'on peut voir dans les vieilles villes, ou alors quand on visite Rome, toutes les choses magnifiques qui ont été faites, ça nous motive en fait. Ça nous motive, nous, à avancer vers notre futur. Parce que ça se dit, ok, ça, c'est des humains qui ont fait ça. Donc pourquoi moi, je peux pas faire... Attends, il faut que je charge mon PC. Donc pourquoi moi, je peux pas faire X pourquoi je peux pas atteindre X euros par mois? Pourquoi s'il y en a, par exemple, typiquement, je prends l'exemple, Elon Musk. Elon Musk, le gars, il a fait 430, je crois, millions d'euros par jour. Alors là, ça remet les choses en perspective. Parce que là, tu te dis, ok, c'est lui, il a fait 400, on va dire 400 millions d'euros par jour. Eh bien moi, est-ce que je suis capable de faire 10 000 euros par mois? Eh bien moi, je pense que oui. Pour l'instant, moi, je ne suis pas encore aux 10 000 euros par mois, hein, je vous rassure. Et je suis encore à me demander si je vais réussir à acheter le bustre de Marc Aurèle. Mais ça motive, voilà, et du coup, l'art moderne, en fait, je trouve qu'il motive pas. Alors que l'art ancien, ça nous motive à avancer, ça nous motive à se dire, ok, cette peinture, elle a pris 10 ans à faire, alors moi, je peux aussi créer quelque chose de beau, voilà, quelque chose qui nous rende fiers, qui nous donne du sens, via en voyant ce genre de statue, en fait. Typiquement, voilà, quand je vois une cathédrale, mais je me dis, ok, ça c'est des humains qui ont fait ça. Alors pourquoi toi, qui n'as pas fait de cathédrale, tu peux pas faire autre chose, comme par exemple une chaîne YouTube, comme par exemple apprendre telle compétence. Il y a des gens, ils ont littéralement appris à sculpter. Pourquoi toi, tu peux pas apprendre à la rhétorique, peu importe quel domaine t'intéresse, hein. Euh, Pourquoi toi, tu peux pas apprendre à cuisiner? Pourquoi tu peux pas apprendre à lire efficacement, à retenir ce que tu lis? Pourquoi toi, tu peux pas apprendre à dessiner, comme par exemple ce que je fais actuellement, même si c'est pas vraiment de l'apprentissage. Enfin, j'ai regardé quelques tutos pour bien le faire, mais euh, ouais, en fait, même ça. Pourquoi certains qui ont fait des cathédrales absolument énormes, pourquoi certains qui ont fait des statues de 2 mètres, pourquoi toi, tu peux pas juste atteindre ce petit objectif avant la fin de l'année? Pourquoi tu peux pas réussir à atteindre ton but peut-être je sais pas, à te créer un physique? Pourquoi toi, tu peux pas réussir à faire du sport toutes les semaines quand lui, ou même plusieurs personnes ont passé 20 ans de leur vie à construire une cathédrale, ou à sculpter, ou à peindre, peu importe en fait. Et c'est pour ça que je trouve que l'art moderne ne motive pas, parce que c'est souvent des choses qui ont été faites plutôt rapidement, et du coup il y a une forme de nihilisme, en fait, nihilisme, pardon, qui se crée. Donc en fait, voilà, tout simplement, on oublie à quel point l'humain est capable de faire des choses extraordinaires. On oublie à quel point nous aussi, en tant qu'humains, on est capable de faire des choses extraordinaires, d'inventer nous aussi des concepts, si c'est notre objectif de vie. Pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Si eux, ils l'avaient fait, pourquoi nous? Pourquoi pas nous, pardon. Donc ça, c'est pour ça que je suis absolument fan de l'art moderne. Parce que voilà, l'art moderne,
L'art ancien, pardon, je me contredis. Fan de l'art ancien, parce que l'art ancien, il y a souvent une barrière à l'entrée. Typiquement, je prends l'exemple avec la musique. Dans la musique, actuellement, il y a de plus en plus d'artistes, de beatmakers, de tout ce que tu veux, ce qui est une très bonne chose. Je ne contredis pas du tout ça et je trouve que c'est absolument formidable qu'il y ait beaucoup d'artistes. Par contre, euh, ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout, avec l'art, avec les musiques classiques anciennes. Tu prends une symphonie de Beethoven, typiquement la symphonie, je sais pas, le symphonie au clair de lune, le troisième mouvement. Donc tu vois, quand tu vois ce genre d'œuvre d'art en fait, euh, tu te dis mais c'est quand même fabuleux ce que l'humain a réussi à créer en fait, ce que l'humain tout simplement est aussi capable de faire. Et en fait, du coup, je me dis, bah nous, en tant qu'humains, on est aussi capable de nous-mêmes faire des choses extraordinaires. Et ça nous ramène à Léonard de Vinci qui a lui aussi fait des choses extraordinaires, mais qui pendant son enfance se considérait pas comme quelqu'un de spécial. Alors qu'en fait, c'est devenu l'un des plus grands génies de l'histoire. Donc ça, c'est quand même intéressant, quoi. C'est que on a souvent beaucoup de génies doutent d'eux-mêmes. Euh, Après, bon, la réciproque n'est pas vraie. Hein. C'est pas parce que tu doutes de toi que tu es un génie. Euh, mais par contre, ouais, moi, je pense que voilà, ce qu'on appelle syndrome de l'imposteur, en fait, c'est quelque chose qui est juste naturel. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a le syndrome, entre guillemets, de l'imposteur, et que c'est juste quelque chose de normal. Et c'est même une bonne chose d'avoir le syndrome de l'imposteur, parce que ça veut dire que on est capable de faire mieux que ce que l'on a fait actuellement. Et ça, c'est quand même super motivant. De savoir, de se dire, ok, ouais, je suis capable de faire mieux, je suis capable de m'améliorer. Euh, c'est pour ça, ça nous ramène à Nietzsche, qui parle du nihilisme. Euh, bon, après, je ne vais pas tout détailler parce que je vais surtout mal en parler parce que voilà, je ne suis pas très calé en philosophie. Euh, mais voilà, ça nous motive à... Typiquement, quand tu vois des textes de Nietzsche, tu te dis, ah ouais, mais du coup, lui, il a pu écrire des choses tellement fascinantes. Euh, Pourquoi moi, je peux pas écrire un article? Pourquoi moi, je peux pas aussi juste écrire un livre moi aussi, écrire quelque chose qui a du sens, même si c'est pas aussi bien que ce que Nietzsche a pu faire, pourquoi on peut pas nous aussi créer des choses? C'est pour ça que je trouve qu'on devrait rétablir la création euh, au sein de nous-mêmes, au lieu de consommer, consommer, consommer encore et encore. Après, on peut aussi, par exemple, consommer des choses, typiquement des livres de Nietzsche, par exemple, qu'on peut lire, ce qui peut nous apporter ensuite des choses extraordinaires. Maintenant, voilà, typiquement, moi je trouve que Nietzsche, il est un peu... et c'est super intéressant ce qu'il dit, par contre c'est vraiment déprimant parfois. Parfois vraiment ça déprime. Et après c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de tout prendre, d'être d'accord avec tout le monde, d'être d'accord avec tout ce que la personne dit. On peut par exemple être d'accord avec une partie de ce que Nietzsche dit sans être d'accord avec le reste. On peut par exemple être d'accord avec... bah, si par exemple on est de gauche, on peut écouter des gens de droite. Si on est de droite, on peut écouter des gens de gauche sans être d'accord à 100% avec tout ce qu'ils disent. Mais on peut par exemple se dire que euh, là, sur ce point, cette personne a raison. Par contre, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Euh, je trouve que c'est ça aussi l'hygiène mentale, c'est accepter que on n'a pas non plus la science infuse, mais quand même non plus ne pas se faire manipuler par tous les avis, et par exemple avoir l'avis 100%, par exemple être 100% d'accord avec tout ce que dit tel politicien, ou être 100% d'accord avec tout ce que dit un philosophe, par exemple, comme Nietzsche. On peut par exemple prendre ce qu'il y a de meilleur à prendre, prendre ce qu'il y a de voilà, ce qui nous semble le plus important, ce qui nous semble aussi bénéfique, et le retranscrire pour nous. Et retranscrire seulement ce qui est important pour nous. Je pense que c'est ça aussi qui est important en tant qu'individu, c'est de pas avoir uniquement la pensée de quelqu'un. Si par exemple, on peut par exemple être d'accord avec une partie de ce que dit Peterson, sans être d'accord avec tout, mais euh, ne pas non plus dénigrer les autres choses qu'il dit, même si on n'est pas d'accord avec certaines pensées qu'il a. Enfin, si tu veux,
on peut prendre tout simplement ce qu'il y a de meilleur. On peut lire un livre qui est absolument fascinant. Bon, bah, si on a si on a une partie de ce livre qui ne nous touche pas, ou avec lequel on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à lire le livre. Ça veut juste dire que cette partie-là n'est pas en accord avec nous-mêmes. Mais ça veut pas dire que le reste du livre n'est pas intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'essayer d'écouter chacun et de prendre ce qu'il y a de meilleur, peu importe son opinion. Parce qu'en fait, quand on y pense, que ce soit de droite ou de gauche, par exemple, la gauche, par exemple, elle critique souvent le fait que la droite n'est pas tolérante, mais derrière, il y a beaucoup de gens de droite qui ne sont pas du tout tolérants avec la pensée de quelqu'un qui est de droite. Et pareil pour la droite, bref, je ne suis pas politologue, je ne sais pas si ça existe. Bon, je ne suis pas non plus... la politique, c'est pas tellement mon domaine, mais si, si je peux essayer de faire comprendre que on peut être d'accord avec une partie sans être d'accord avec une autre, c'est intéressant évidemment. Maintenant, cette pensée peut encore évoluer. Évidemment, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je n'ai aucune maturité politique. Enfin, je veux dire, j'ai jamais voté, j'ai pas vraiment de favori ou quoi. Juste, j'observe et je me ferai mon avis un jour ou l'autre. Mais en attendant, j'ai pas tellement d'avis à donner, du moins publiquement sur YouTube. Donc voilà, ça c'était du coup pour le... Je sais pas comment on est arrivé à la politique ou là. On devrait inventer une sorte de point Goldwing, mais avec la politique. On peut aussi essayer de remettre en question les règles, tout simplement. Parce que voilà, typiquement, on peut, par exemple, parce que la créativité en soi, c'est tout ce qui existe déjà, toutes les inventions, c'est des choses qui ont été créées en fait, qui ont été inventées, imaginées par quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer mieux, par exemple, des règles à l'école ou une manière d'enseigner à l'école qui n'est peut-être pas la manière la plus optimale, qui est mieux que rien, mais qui n'est pas la manière la plus optimale. Eh bien, on peut essayer de la remettre en question et peut-être se dire que il y a des manières plus efficaces d'apprendre. Il y a des manières plus efficaces d'apprendre les maths, d'apprendre l'histoire, euh, d'apprendre je sais pas quelle matière, le français, la technologie, peu importe en fait. Et du coup, voilà, je disais qu'en fait, je disais quoi? Je sais plus ce que je disais. Non, en fait, c'est dur de se concentrer sur et sur le dessin et sur la caméra. J'avais pas imaginé que ça allait être aussi dur, honnêtement. Donc on va voir où est-ce que tout cela nous mène. Voilà, donc là où je voulais en venir, c'est que la créativité et la logique ne sont pas à dissocier en fait. Finalement, on peut être créatif comme on peut aussi être quelqu'un de logique. On peut être les deux en même temps. Pour- Pourquoi pas en fait? Pourquoi on est obligé de faire une distinction? Finalement, les plus grands génies de l'histoire, c'est ceux qui arrivaient à ne pas faire la distinction. Léonard de Vinci, il était créatif et intelligent également, mais aussi logique. Et c'est pour ça que c'est peut-être aussi un des plus grands génies de l'histoire. Parce qu'il a su prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux mondes, le monde de la créativité et le monde de l'ingénierie, etc. Et en faire quelque chose à lui qui est propre. Et je pense que c'est ça qui est comment dire, qui fait qu'on peut être considéré comme un génie, parce qu'on a réussi à combiner différents domaines, différentes manières de penser, différents éléments, et à réussir à créer le nôtre. Ok, alors je crois que j'ai bientôt terminé. Euh, je pense que le dessin est pas exactement ce que je voulais dessiner, mais finalement le résultat est même mieux que ce que j'imaginais. Comme quoi on peut tous dessiner de manière à s'approprier quelque chose en fait. Alors je vous montrerai quand même à la fin de cette vidéo le dessin. J'ai juste encore quelques finitions à faire. Euh,
Finalement, en fait, je voulais construire enfin, pas construire, je voulais dessiner une photo que j'avais prise. Finalement, j'en ai fait une île flottante. Alors, ne me demandez pas comment j'en suis arrivé là, mais le résultat est plutôt satisfaisant. Alors, en tout cas, moi, je l'aime bien. Après, c'est évidemment moi aussi qui l'ai peint, pas peint, mais dessiné plutôt, qui est pris en photo la photo. Donc, évidemment que ça me plaît. J'espère que vous aussi, ça va vous plaire. Mais en tout cas, je trouve que le résultat est plutôt satisfaisant. Voilà. J'espère que ce petit podcast vous aura plu. Je vous montre la peinture dans 2 secondes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu... je ne vais pas être prétentieux, je ne vais pas dire faire mûrir votre pensée parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui a des pensées ultra innovateurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura au moins diverti. Voilà, je vous montre ça. Voici le résultat. J'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et du coup dans quelques jours pour la vidéo qui sort bientôt. J'ai vraiment mis beaucoup de soin dans cette vidéo, vivre comme Léonard de Vinci. J'espère que ça va vous plaire. À plus.